Avant de commencer, ça va être la partie un petit peu chiant, ça va être les définitions. On sait tous que c'est un lac, mais rapidement quand même, un lac, ça va être un plan d'eau continental, donc c'est-à-dire qu'il va être séparé de la mer, donc ça va nous dissocier les lacs de, par exemple, les estuaires. Et surtout, on va avoir une superficie qui va être assez importante pour avoir une stratification de différents processus limnologiques. Donc par exemple, on va avoir différentes couches d'eau qui vont avoir des températures différentes dans le lac, donc ça va être un exemple de stratification qu'on va avoir seulement dans les lacs. Les lacs, comme tous les autres écosystèmes, donc, la nature de manière générale, ça va nous apporter différents services écosystémiques. Donc ça va correspondre à différents bénéfices que la société humaine va pouvoir tirer de la nature pour ensuite avoir un bon fonctionnement, etc. Et du coup, les lacs, on va avoir différents types de services écosystémiques. Par exemple, on va avoir le service d'approvisionnement qui va correspondre du coup à tout ce qui va être l'accès à l'eau potable, l'accès à différentes nourritures, principalement piscicoles. Et on va également avoir les services culturels avec tout ce qu'on va voir autour des lacs, le tourisme, les randonnées, les pêches récréatives, etc. etc. Donc, chose intéressante, c'est que les services écosystémiques, ils existent depuis toujours. On a déjà utilisé les lacs, on utilisait déjà les lacs à la préhistoire, et on les utilise encore aujourd'hui, c'est juste que les usages ils vont être un petit peu différents. Donc on va pouvoir voir ça à travers différents lacs. Un des lacs les plus important, on va dire, c'est un lac qui est en Russie, donc c'est le lac Baïkal, que vous connaissez peut-être, qui est le lac le plus vieux au monde, avec 25 millions d'années. C'est un lac tectonique, donc on a deux plaques tectoniques qui se sont séparées, qui ont fait un gros trou qui va être après comblé par de l'eau au cours du temps. Et c'est le lac également qui est le plus profond, avec sa profondeur maximum de 1,7 km, donc on peut mettre pas mal de tours Eiffel dedans. En longueur, il a un peu plus de 600 km et en largeur 89 km, donc c'est un lac qui est quand même assez badass. On a plusieurs traces humaines autour du lac qui nous montrent comme quoi le lac il avait quand même pas mal d'utilisation. La plus ancienne, c'est une trace humaine de 24 000 ans sur le site de Malta et de Bourret, où on avait des sites de campement qui montrent comme quoi on avait des habitations autour du lac, donc du coup pour utiliser le lac avec des services d'approvisionnement. On avait également, à la période du néolithique, on a eu un changement environnemental qui a fait qu'on a eu une grosse migration de mammifères de grands mammifères autour du lac, et du coup la société humaine a suivi ce déplacement, et du coup pendant cette période on a eu des pêches intenses avec de la chasse, etc. Donc du coup le lac Baïkal à l'époque était surtout utilisé pour le service d'approvisionnement, et aujourd'hui il est toujours utilisé mais pour des services un petit peu plus différents. Donc un des premiers services, ça va être au niveau du tourisme. On a environ 750 000 touristes par an jusqu'à 1 million. On va toujours avoir du service d'approvisionnement avec la consommation de poissons. Donc, par exemple ici vous avez le houmous, c'est une petite sardine qui est endémique du lac. Et on va également avoir du coup la consommation de l'eau du lac qui a commencé en 92. On a également certaines boissons qui sont très connues, qui vont utiliser l'identité du lac pour rendre une boisson commune comme la vodka avec une identité un peu particulière, avec le fait qu'on a du coup de l'eau de Baïkal dans la vodka. Autre ça, on va également avoir le lac qui va être utilisé pour l'hydroélectricité. Alors je ne vais pas prononcer le nom des barrages, mais du coup, le lac Baïkal, il a un seul effluent qui correspond, c'est la rivière Angara. Et dessus, on va avoir différents barrages. Le premier barrage, donc tout au sud, il va être totalement influencé par le lac Baïkal. Donc la puissance qu'on va pouvoir produire grâce à ce barrage va être totalement influencée par le Baïkal. Et puis après, les trois autres, ils vont être également influencés par le lac Baïkal, mais également par les autres affluents qu'on va avoir sur la rivière Angara. Pour quelques chiffres, les 4 barrages ici, ça correspond à peu près à 20% de la puissance hydroélectrique de Russie. Et la Russie, c'est la 5e puissance mondiale. Donc le lac Baïkal, il a quand même une importance assez grande dans le pays. Ensuite, on va voyager un petit peu. On va aller cette fois en Afrique avec le lac Tchad, qui est à l'heure actuelle sur 4 pays, donc sur le Niger, le Nigeria, le Cameroun et Tchad. Donc à l'époque, il y a 20 000 ans, le lac il était quand même beaucoup plus étalé, donc là on le voit quand même assez bien. On n'avait pas du tout les mêmes conditions, on avait beaucoup plus de précipitations, plus les mêmes températures, etc. Et maintenant le lac Tchad il est ici, j'ai un petit peu galéré à le retrouver sur la carte. Et du coup à l'époque, vu qu'il était un peu plus étendu, il a pu influencer un peu plus la société humaine. On va notamment avoir la civilisation Sao qui était au sud du lac, qui était influencée par le lac.
avec toujours service d'approvisionnement, etc. C'est une civilisation qui est assez connue apparemment pour être fort dans la céramique, l'argile, etc., même si je n'ai pas réussi à trouver plus d'informations. Et ensuite, on a également eu d'autres civilisations qui ont été influencées, notamment le royaume de Caneb, qui était au nord, cette fois, du lac, et qui était le point central de la commercialisation transsaharienne. Et du coup, c'était vraiment un point assez important dans ce commerce. Et ils ont pu se développer, encore une fois, grâce à la présence du lac Tchad pour tout ce qui était approvisionnement. À l'heure actuelle, on a quelques petits problèmes sur le lac, étant donné qu'on avait déjà une diminution de la superficie du lac, mais maintenant le lac il continue encore une fois de perdre en superficie. Donc ici c'était en 63 et ici le lac en 2007. Même s'il diminue, il est toujours très important, il va alimenter 40 millions d'habitants, ce qui n'est pas rien. On va toujours avoir de la pêche, de l'agriculture et l'alimentation pour les troupeaux. Et on va également avoir quelques pompages d'eau pour différentes utilisations. Et du coup, le problème, c'est qu'il s'assèche de jour en jour, notamment avec le réchauffement climatique. Les populations, elles dépendent totalement du lac. Et du coup, elles vont suivre l'assèchement du lac. Sauf que du coup, ça entraîne des situations géopolitiques un petit peu compliquées. Donc pour quelque chose d'un petit peu plus réjouissant, entre guillemets, et un petit peu plus proche, on va voir les lacs alpins, où là-bas, on avait plusieurs sites d'habitation en fait, sur pilotis, qui étaient faits sur les lacs, qui correspondent au site palafitiques, qui étaient sur tout l'arc alpin. Donc on en retrouve en France, en Italie, en Suisse, Autriche, Allemagne et Slovénie. Et ces sites, ça montre vraiment l'interaction entre l'homme et les lacs, étant donné qu'on va vraiment avoir une utilisation des lacs pour tout ce qui est pêche, agriculture, élevage d'animaux, etc. Et on a également quelques sites de métallurgie. Ces sites ils sont inscrits à l'UNESCO et ils sont assez étudiés dans le domaine de archéologie pour comprendre un peu plus sur comment ils fonctionnaient ces hommes à l'époque. Et on a également de l'archéobotanie et de l'archéozoologie. En ce qui concerne l'usage des lacs alpins aujourd'hui, on va se concentrer sur les lacs alpins français. Donc lac Léman, Annecy, Bourget, etc., qui ont un tourisme qui est très développé. On a environ 4,3 millions de nuitées touristiques par an juste pour les lacs alpins. Alors on ne peut pas tout remettre sur les lacs alpins, sur cette région, on va avoir d'autres attractions comme les montagnes, etc. Mais pour choisir les lieux pour dormir tranquillement, etc., les lacs alpins peuvent être un argument supplémentaire. On a 2500 emplois qui sont liés juste à l'hébergement, donc tout ce qui va être hôtel et campement, donc c'est une économie qui est assez importante. On va également avoir de la baignade qui va être autorisée dans les lacs. Donc, par exemple, au lac d'Annecy, on a des plages qui sont payantes, et c'est une recette de 600 000 € par an pour la commune, ce qui n'est pas rien. On va également avoir des bateaux de plaisance, etc. C'est plusieurs millions d'euros de recettes par année, donc les lacs alpins sont d'une très grande importance pour l'économie locale. En plus de tout ce qui va être tourisme et également la pêche récréative, etc., on va également avoir l'hydroélectricité avec du coup le lac de Serponçon qui va produire 700 millions de kWh par an, ce qui correspond à peu près à la consommation du département de Haute-Alpes. Donc c'est assez important et il fait partie des grandes puissances hydroélectriques en France. Donc là, on voit bien que les lacs apportent énormément de choses à la société humaine. Depuis toujours, on a pu utiliser les lacs pour développer notre société, même si on a l'usage du coup qui a varié un petit peu au cours du temps, en passant surtout de l'approvisionnement vers de l'hydroélectricité, la culture, etc. Et maintenant, on peut se demander ce que l'homme va apporter au lac en termes d'interaction, et ça va être très réjouissant étant donné que ça va être principalement l'eutrophisation. On en entend beaucoup parler, surtout en été quand ça nous empêche d'aller nous baigner tranquillement. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Donc l'eutrophisation, ça va être la dégradation de la qualité de l'eau, c'est-à-dire n'importe quel type d'eau, ça peut être le plan d'eau, l'étang, la mare, un ruisseau, une rivière, etc., qui va se produire parce qu'on va avoir une accumulation de nutriments. Donc les nutriments, ça va être azote et phosphore, et c'est indispensable pour la vie de l'écosystème. Les nutriments, les nutriments, donc azote, phosphore, vont être consommés par des algues, les plancton aquatiques, qui vont être à la base de la chaîne alimentaire. Donc les algues vont être consommées par des petits animaux, qui vont eux-mêmes être consommés par des plus gros animaux, etc., etc. Et du coup, si on n'a pas d'algues, ça va entraîner une chute de toute la chaîne alimentaire, et du coup, si on n'a pas de nutriments, on n'a pas de chaîne alimentaire. Le problème, c'est comme tout, c'est que si on en a trop, ça commence à faire un dérèglement dans l'écosystème.
Donc si on apporte énormément de nutriments, les algues, elles n'ont plus de compétition, il y a de la nourriture à volonté, donc elles vont proliférer comme elles veulent. Et ça va entraîner en général une diminution de la transparence de l'eau, donc ça donne un peu la couleur verte dans l'eau qui ne nous donne pas trop envie de nous baigner dedans, ce qui est normal. Donc à gauche, c'est une photo très exagérée, vraiment, il ne faut pas mettre le pied dedans. Et du coup, quand on va voir la prolifération très accrue de tout ce qui va être algues, plantes aquatiques, etc., on va également augmenter la décomposition de la matière organique. Dès qu'on a un organisme dans l'écosystème qui va mourir, il va décanter et après il va être consommé par les bactéries pour détruire et en faire de la matière organique. Et les bactéries, pour faire ce processus de décomposition, elles vont consommer de l'oxygène dissous dans le milieu. Donc bien entendu, si on augmente les nutriments, on augmente la quantité d'algues, on va augmenter la matière à décomposer et on va diminuer l'oxygène. Et du coup, tout ça, ça va entraîner justement un bouleversement de notre écosystème et ça va correspondre justement à l'eutrophisation. Donc quand on parle d'eutrophisation, ça va être d'une part l'augmentation de nutriments, l'augmentation de la matière organique à décomposer et la diminution de l'oxygène. L'eutrophisation, c'est un phénomène qui est naturel dans les lacs. Tous les lacs sont destinés à être eutrophiés et à avoir une profondeur qui va diminuer au cours du temps. Le problème, c'est que l'eutrophisation, c'est sur des années géologiques, ça va être des centaines, des milliers d'années. Là, on est sur des cas d'eutrophisation qui vont être précoces et qui vont être dus à l'activité humaine. On va avoir l'apport de nutriments avec, par exemple, de l'engrais domestique ou agricole. On peut également avoir d'apports avec les eaux usées, etc. Et on peut également avoir des apports de nutriments si on va bouleverser le milieu autour du lac. Par exemple, si on coupe tous les arbres pour faire un petit chemin de sentier pour qu'on puisse s'amuser tranquillement, le problème c'est que les arbres ils vont pomper les nutriments qui sont présents dans le sol. Donc si on enlève les arbres, du coup il n'y a plus d'organismes qui vont pouvoir pomper les nutriments. Et en plus de ça, le sol il va être à nu. Donc c'est-à-dire que dès qu'on va avoir des périodes de précipitation assez intenses, tous les nutriments présents dans le sol, plus les sédiments, donc les morceaux du sol, vont finir dans le lac et du coup ça va nous apporter justement tous ces nutriments et ça va aller vers un phénomène d'eutrophisation. Donc on a plusieurs cas d'eutrophisation de lacs à l'échelle mondiale, mais si on se concentre sur les lacs qu'on a vus juste avant, on va avoir le lac Baïkal qui n'est pas eutrophié parce qu'il est quand même très grand, donc pour l'eutrophier il faudra vachement y aller. Mais on va avoir des spots où on a quand même de la pollution qui est assez marquée. On va avoir par exemple justement ici des morceaux de plage où on a des couches d'algues qui sont quand même assez impressionnantes. On peut marcher dessus, faire des traces et tout ça. Donc une grosse prolifération d'algues qui va être liée justement au fait qu'on va avoir des rejets des eaux usées dans le lac. On va également avoir des rejets d'eau usée dans les affluents du lac et principalement celui du Selenga, qui est l'affluent le plus important du lac Baïkal et qui passe du coup par la Russie et par la Mongolie. Donc si on veut changer quelque chose pour éviter les pollutions du Selenga, ça va être compliqué étant donné qu'on est sur deux états différents. On va également avoir la présence d'industries autour du lac qui va polluer le lac. On a par exemple le cas d'une usine à pâte à papier qui a fermé il y a déjà pas mal d'années, mais qui a encore des déchets toxiques dans ses réservoirs. C'est plusieurs millions de tonnes de déchets. Et du coup, le lac, il est sur une zone sismique. Donc, si à un moment donné, on a une activité qui fait que les déchets quittent l'usine, ça peut finir dans le lac. Et puis là, c'est un désastre écologique monstre parce qu'en plus de ça, le lac, il héberge à peu près 3000 espèces endémiques. Donc, on ne retrouve que dans le lac Baïkal, que ce soit faune et flore. Et c'est catastrophique si tout simplement on a ces rejets totalement dans le lac. Et puis en plus de ça, on va également avoir l'activité touristique qui va du coup évidemment polluer le lac, que ce soit d'une part par le fait qu'on est très intelligent et on adore les poubelles, on va tout mettre sur les plages, etc. On va avoir de la pollution de plastique dans le lac. Et on a également le fait qu'on a jusqu'à 1 million de touristes par an au lac Baïkal. Les infrastructures, elles ne sont pas faites pour supporter une telle quantité de tourisme, surtout au niveau des traitements des eaux, et du coup, encore une fois, ça va finir dans le lac. On a eu également des cas d'eutrophisation dans les lacs alpins. Ça va dépendre des années dans chacun des lacs. On va passer de 40 à 50 à 60 dans les lacs alpins où on a eu une eutrophisation avec de la prolifération d'algues, etc. On avait quelques spots d'algues qui commençaient à être assez intenses dans les différents lacs. Mais là, vous voyez, les lacs, ils sont en pleine forme, ils sont jolis, on a envie d'aller s'y baigner. C'est parce qu'on va arriver dans le volet perspective qui montre que même un lac qui va être pollué, qui va commencer à être malade, entre guillemets, si on s'y prend correctement et assez tôt, on peut faire en sorte qu'il retrouve son état initial.
Donc c'est le cas des lacs alpins, où du coup dans les années 50, notamment dans le lac Léman, on a observé justement des proliférations assez importantes d'algues. Et du coup, on a différents acteurs qui se sont mis tous ensemble pour essayer de comprendre d'où ça venait, pour essayer de diminuer cette pollution, etc. Et ça a entraîné du coup la formation de la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, qui est du coup une alliance, on va dire, scientifique, amicale, entre la France et la Suisse. Donc, vu que le lac Léman, pardon, il est à la frontière entre ces deux pays. Et derrière, ça a entraîné du coup des études et beaucoup de travaux pour faire en sorte qu'on ait la diminution du phosphore dans le lac Léman. Et ça a très bien marché, étant donné que le lac aujourd'hui, il va très bien. Enfin, on n'a plus du tout la même quantité de phosphore qu'on avait dans les années 50. Et maintenant, le lac il va être plus sujet à de la pollution de microplastiques et au changement climatique. Mais ça, du coup, ça va être le cas pour malheureusement tous les lacs. Et on avait également le cas d'eutrophisation précoce dans d'autres lacs, par exemple celui d'Annecy, qui dans les années 40 avait également reçu des eaux usées dans ses eaux, qui a entraîné une pollution, augmentation de nutriments, etc. Et du coup, là, on n'a pas eu à attendre que les gouvernements fassent quelque chose. C'est directement les acteurs locaux qui ont mis en place des détournements des eaux usées pour que ça aille ailleurs et que ça n'aille plus dans le lac. Donc c'est notamment les maires, les médecins, les scientifiques qui se sont tous alliés pour sauver le lac. Et puis maintenant c'est très bien parce que le lac il est super et on a tous envie d'y aller pour l'été. Donc tout ça, ça nous entraîne sur le fait qu'aujourd'hui on a énormément de différentes normes à respecter, que ce soit à l'échelle européenne ou française, qui va correspondre à la notion du bon état de haute surface, où en fait, on va considérer que le milieu il va être en bon état si d'une part on a un bon état chimique, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'azote et de phosphore, mais qu'on en a quand même assez pour que l'écosystème il fonctionne correctement. Et de l'autre côté, ça va correspondre à un bon état écologique, donc c'est-à-dire que les espèces qu'on va retrouver dans le milieu nous indiquent que le milieu il est propre, donc que ça soit au niveau des poissons, des plantes, des micro-algues, etc. Ce travail de bon état écologique dans le milieu, c'est quelque chose qui va être fait assez souvent pour voir du coup si le milieu il est en bonne santé ou pas. S'il n'est pas en bonne santé, là ça va être encore d'autres études pour essayer de savoir quelle est la cause du fait qu'on va avoir une pollution, une augmentation de nutriments, etc. Et on va réaliser ces études au cours du temps pour voir si la gestion qu'on a mise en place pour diminuer les nutriments dans le milieu a fonctionné, qu'on a bien une diminution, ou si on n'a pas de diminution, et c'est encore autre chose. Donc en conclusion, on a vu comme quoi les lacs ils étaient d'une importance capitale pour le bon fonctionnement de la société humaine, que ce soit aujourd'hui ou hier. Mais ici, on s'est surtout concentré sur tout ce qui était services d'approvisionnement et services culturels. Les lacs ils vont apporter encore d'autres services, notamment le service de régulation ou encore de soutien. Et ça rajoute juste encore des arguments en plus pour protéger les lacs et du coup derrière les services écosystémiques et du coup la société humaine. Voilà. Merci de votre attention.